On accueille maintenant Thierry Stolarczyk qui va nous parler de l'origine des rayons cosmiques. Thierry Stolarczyk qui est chercheur au CEA. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Donc j'ai décidé d'utiliser le micro traditionnel, sans fil tout de même. Donc effectivement, je suis au CEA, à l'Institut de recherche fondamentale sur les lois de l'univers, au département d'astrophysique, impliqué dans un grand projet. Alors dans deux projets en fait. Un projet de détection de neutrinos qui ont été en partie construit au CEA Saclay, qui s'appelle Antares, que j'évoquerai parce que c'est bien pratique, parce que j'avais du matériel pour vous expliquer les neutrinos avec ça. Et puis dans un projet qui est en cours de construction, qui s'appelle Cherenkov Telescope Array, que j'évoquerai un peu plus tard, qui est un grand machin qui observe le ciel à très très haute énergie en rayons gamma et qui laisse beaucoup d'espoir pour travailler sur l'origine du rayonnement cosmique. Mais ce n'est pas l'objet principal de l'exposé d'aujourd'hui. L'exposé d'aujourd'hui a été principalement motivé par le fait que le 13 juillet 2018, il y a eu un grand renfort de conférences de presse suite à la publication dans Science. Il y a eu l'annonce de la détection d'un neutrino provenant d'un blazar détecté dans cette expérience qui est en Antarctique, tout près du pôle Sud, et qui s'appelle IceCube. Donc c'est ça l'objet. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, la raison pour laquelle mes collègues d'IceCube se sont fendus d'une conférence de presse, et puis pourquoi quand même c'est un article qui a été publié dans Science. Alors je vais vous emmener dans un monde qui est très différent. Si vous étiez là à l'exposé précédent, là on va changer complètement de monde, on va quitter le système solaire, on va aller à des centaines de milliers d'années-lumière, des milliards d'années-lumière, et puis on va aller observer des objets extrêmement énergiques, cataclysmiques. Donc j'ai besoin pour pas vous perdre en route, puisqu'on part très loin et très vite, j'espère pas trop vite, vous me ferez signe si ça va trop vite. Je vous fais quelques rappels. Donc ça, vous le reconnaissez, hein, c'est le spectre électromagnétique. Vous voyez à droite les photons, hein, ou la lumière molle, hein, c'est-à-dire la lumière des radios, de la radio ou des infrarouges ou des micro-ondes. Au centre, vous avez la lumière visible, et puis à gauche, vous allez dans les radiations qui sont de plus en plus pénétrantes et de plus en plus dures, de plus en plus énergiques, et qui d'ailleurs, plus on s'éloigne vers la gauche, plus on ne parle plus d'ondes, mais plus on parle de particules. C'est la raison pour laquelle on parle de rayons gamma comme d'une particule. Donc c'est ce dont je vais vous parler, moi, dans la suite. Alors pour vous raccrocher un petit peu au transparent d'après, sachez que dans mon domaine, dans le domaine de la physique des particules et de la physique de l'astrophysique des particules ou de l'astroparticule, on utilise une unité d'énergie qui est l'électronvolt. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'un électronvolt, c'est à peu près l'énergie d'un grain de lumière, de la lumière visible. Mais moi, je ne vais pas m'intéresser à l'électronvolt. Donc là, j'ai renversé l'échelle, c'est-à-dire que maintenant, à gauche, ce sont les énergies les plus faibles. Et donc, si vous vous souvenez, sur mon spectre électromagnétique, j'étais dans les rayons gamma, juste après les rayons X. Et donc, effectivement, je recommence avec les rayons gamma qu'on peut produire en laboratoire, qui sont issus des transitions nucléaires. Il y en a dans les centrales nucléaires, il y en a dans les labos pour faire des tests médicaux. Et puis ensuite, je poursuis et je monte en énergie. Alors regardez bien, ici, je suis à 10 000 fois l'énergie de la lumière visible, 10 kV. Je vais utiliser mon émetteur de rayons lumineux. Donc j'utilise des photons de l'ordre d'un électronvolt pour pointer sur les transitions nucléaires, c'est de l'ordre de 10 000 à 10 millions d'électronvolts. C'est l'énergie à partir de laquelle on réussit à détecter des rayons gamma qui viennent de l'espace avec des satellites. Alors on en voit plein et je vous en parlerai tout à l'heure. Je vous montrerai une carte du ciel en rayons gamma avec des énergies qui sont de l'ordre de 10 millions d'électronvolts à 10 milliards d'électronvolts, 100 milliards d'électronvolts. Et puis ensuite, on quitte ce domaine pour... le nombre de photons qu'on reçoit diminue très très fortement avec l'énergie. Et donc il arrive un moment où les satellites qui sont en orbite autour de la Terre sont trop petits pour observer le ciel en rayons gamma. Et alors à ce moment-là, on est obligé de revenir sur Terre pour faire des choses qui sont beaucoup plus volumineuses. Et donc on revient sur Terre pour aller explorer des énergies où le nombre de gamma, le flux est très très faible. Donc à partir de 10 milliards à 100 milliards d'électronvolts, on fait de l'astronomie gamma au sol. Et puis IceCube, qui est ce détecteur de neutrinos, et ben essentiellement, il commence à regarder le ciel en neutrinos de très haute énergie, qui sont liés au gamma, on va en parler dans 2 secondes, à partir de, disons, 1000 milliards d'électronvolts. Voilà. Donc
Donc c'est vraiment des sondes extraordinaires, très éloignées de ce qu'on peut faire sur Terre, que l'on, enfin dans la vie courante en tout cas, que l'on va utiliser pour explorer les phénomènes les plus cataclysmiques de l'univers. Mais nous parlons de rayonnement cosmique, donc je vais vous dire 2 mots du rayonnement cosmique. Et pour cela, je ne vais pas voyager loin, loin dans l'espace, mais je vais voyager un peu loin dans le temps, puisque je vais aller au début du siècle dernier. C'est une image de Pierre et Marie Curie qui, au début du XXe, étudie ce qu'on appelle la radioactivité, qui est en fait la détection de rayonnements dont on n'a aucune idée de la nature, que l'on a appelé alpha, bêta et gamma, parce qu'on n'avait aucune idée de quoi il s'agissait. En particulier, on ne savait pas qu'un proton existait à cette époque. Vous savez qu'un électron existait, mais les protons ont été découverts en 1919, donc 20 ans après. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des petits appareils qui s'appellent des électroscopes, que vous voyez ici. Alors, c'est une tige métallique avec 2 lamelles. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on fait s'écouler de l'électricité statique, celle qui s'accumule sur votre voiture l'été, vous savez, qui vous fait mal aux doigts lorsque vous n'avez pas les semelles qu'il faut. Et donc ces charges s'écoulent, et comme des charges de même signe se repoussent, les 2 lamelles qui sont là s'écartent. Alors si j'approche une source de rayonnement alpha, bêta ou gamma de cet appareil-là, le rayonnement traverse l'air dans la cloche, ionise l'air, donc arrache des électrons, et fait des chemins qui permettent à l'électroscope de se décharger. C'est-à-dire que les lames qui étaient séparées se rapprochent et finissent par se toucher. Alors ça, c'était connu, et c'est comme ça que Pierre et Marie Curie et d'autres étudiaient la radioactivité. Et puis ce qui était très étrange, c'est que si on mettait cet électroscope loin de toute source radioactive connue, il se déchargeait quand même, très lentement. Donc on en a déduit qu'il y avait une radioactivité environnante, dont on ne connaissait pas l'origine, et ça tracassait vraiment les physiciens. On est au début du XXe, on est il y a à peu près 120 ans. Alors les gens commençaient à se demander comment on pourrait prouver que cette radioactivité résiduelle venait effectivement de la Terre, et pour ça on a commencé à faire des mesures en altitude. Première mesure, 1909 en haut de la Tour Eiffel, ça n'a rien donné, autant de radioactivité en haut qu'en bas. Donc on mesure la radioactivité par le temps de décharge de l'électroscope. Et en 1912, l'histoire retient que M. Victor Hess monte dans un ballon avec des moyens expérimentaux fort sympathiques, ma foi, enfin à part que c'est un ballon à hydrogène, emporte un électroscope et veut mesurer le temps de décharge de l'électroscope, donc le niveau de radioactivité en fonction de l'altitude, pour montrer qu'en s'éloignant de la Terre, la radioactivité disparaît et que par conséquent, cette radioactivité résiduelle est bien issue de l'écorce terrestre. Alors il emmène, alors lui et un coéquipier, si je me souviens bien, oui, j'ai supprimé des choses, et là il emmène un électroscope là-dedans, il montre à 1000 mètres, et à 1000 mètres, il voit qu'effectivement la radioactivité diminue, donc il est super content. Mais en bon physicien, il veut poursuivre l'expérience, et donc il monte encore plus haut, et à 1500 mètres, il s'aperçoit que ces mesures sont contradictoires. La radioactivité a un peu monté. Alors il monte à 2000, il monte à 3000, il fait un voyage qui dure 6 heures. Il part à 6 heures du matin, il arrive à midi, et il monte à 5000, et là la radioactivité est 4 fois plus importante. Et alors là, c'est une découverte extraordinaire, parce qu'on vient de découvrir un rayonnement qui n'est peut-être ni alpha, ni bêta, ni gamma, qui vient d'en haut, qu'on appelle le rayonnement cosmique. On n'a absolument aucune idée de sa nature, on est bien d'accord. Alors on fait des progrès, je pourrais tenir des heures là-dessus, c'est passionnant de voir comment on finit par se rendre compte qu'en fait, ce rayonnement cosmique que M. Hess voit dans l'atmosphère, c'est une pluie de particules engendrées par l'arrivée de noyaux atomiques, alors essentiellement des protons, mais il y a aussi de l'hydrogène, de l'hélium, etc., en haut de l'atmosphère. Donc ils arrivent, ces noyaux atomiques, ces protons, je veux dire protons dans toute la suite, mais vous corrigerez vous-même, c'est noyaux atomiques. Donc ces protons arrivent en haut de l'atmosphère, et puis en vertu de E égale mc2, leur énergie peut être transformée en masse, donc en particules. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des cascades des particules qui sont engendrées. Donc on casse un noyau, duquel sont émis des particules très énergiques, qui elles-mêmes peuvent casser d'autres noyaux, etc., etc. Et on crée ainsi une cascade de particules. Et donc ce que mesure S, en fait, c'est le pouvoir ionisant de cette gerbe de particules dans l'atmosphère.
Alors pour la petite idée, aujourd'hui, alors ici je ne sais pas parce qu'il y a un peu de béton au-dessus de nous, mais enfin, disons place Jussieu, on a à peu près une centaine de particules par mètre carré et par seconde qui arrivent, qui sont issues de ces phénomènes-là. Bien, mais alors, ça on comprend. La question c'est de savoir, mais d'où viennent ces protons? Ça on comprend, en physique des particules, on fait ça tous les jours maintenant. D'où viennent les protons, d'où viennent les noyaux? Bah, écoutez, c'est simple, il n'y a qu'à regarder le ciel, non? Donc je tourne mon regard vers le ciel, et puis je regarde d'où viennent les protons. C'est-à-dire que j'envoie des satellites ou des ballons ou des détecteurs comme ça, et voilà l'image que je fais du ciel. Voilà une image haute résolution, merci Étienne Parizeau, à qui j'ai piqué cette idée, du ciel en rayons cosmiques. Donc on ne voit strictement rien. Pourquoi est-ce qu'on ne voit strictement rien? Parce que les protons, ou les noyaux, en fait, sont déviés par les champs magnétiques dans l'univers. Alors voilà un exemple, dans une galaxie qui pourrait être la nôtre, de la trajectoire de 3 protons, un vert, un rouge et un bleu, qui arrivent tous au même endroit, sur Terre. D'accord ? Et on montre ici le chemin parcouru avant qu'ils nous arrivent sur Terre. Donc ces particules chargées voient des champs magnétiques interstellaires, éventuellement intergalactiques si elles viennent de plus loin que les galaxies, sont chahutées dans tous les sens, et il n'y a absolument aucun moyen d'aller voir, ou presque, d'aller voir d'où vient, il y a une exception que j'évoquais tout à l'heure, d'aller voir d'où viennent, de savoir d'où viennent ces particules. Donc mystère de l'origine, qu'on essaye de résoudre. Alors deuxième chose, on sait quand même des choses, c'est-à-dire qu'on sait mesurer en haut de l'atmosphère le nombre de protons ou de noyaux qui arrivent. Alors regardez bien, on en mesure à 10 puissance 9 électronvolts, c'est-à-dire 1 GeV, la masse d'un proton. Hein. On en mesure une quantité qui est 10 000 fois cette unité-là. Et puis quand on descend, on monte en énergie, on va descendre à 32 ordres de grandeur plus bas. C'est-à-dire qu'on observe ce phénomène de rayonnement cosmique avec des intensités qui varient de 1 à 10 puissance 32 fois plus petit, c'est-à-dire que je le divise par 10 32 fois hein, pour arriver au nombre de particules. Hein, et je dois passer de une particule par mètre carré par seconde en haut à une particule par kilomètre carré par siècle en bas. Et puis surtout, ce qui est extraordinaire et qui interpelle, c'est qu'on arrive à détecter des protons d'énergie de l'ordre du GeV. Alors en fait, avant, c'est le vent solaire, jusqu'à des énergies qui sont de l'ordre de 10 puissance 20 électronvolts. 10 puissance 20 électronvolts, c'est l'énergie qu'on donne à une particule macroscopique, quoi. C'est de l'ordre de 1 joule, hein, si ça vous dit quelque chose. C'est l'énergie emportée par une balle de tennis de 100 grammes lors d'un S à 200 km/h à Roland-Garros. Mais là, on ne parle pas de balle de tennis, on parle d'une particule qui fait 1 millionième de milliardième de mètre, hein, 10-15 mètres, qui est un proton. Et ça, c'est un défi pour la physique de savoir comment on peut accélérer des particules avec des densités d'énergie aussi importantes. Donc double mystère, les origines et le mécanisme qui sont capables d'accélérer des particules à des énergies aussi importantes. Alors, comme on est accueilli par le laboratoire de physique nucléaire des hautes énergies, le LPNHE, j'évoque simplement le fait qu'à ces énergies-là, les particules vont presque en ligne droite, et que donc on peut faire une astronomie du rayonnement cosmique, et que le laboratoire Pierre-Auger, l'observatoire Pierre-Auger, que j'indique ici très brièvement, fait ça. Mais je n'ai pas le temps d'en parler. Mais enfin, en règle générale, à toutes les autres énergies, on n'a pas idée d'où vient le rayonnement cosmique. Et d'ailleurs, l'observatoire Pierre-Auger non plus, pour l'instant moment, ne sait pas nous dire d'où viennent les protons qu'il détecte à très très haute énergie. Alors, comme je suis très bavard, je vérifie mon temps. Et je vous dis simplement, illustrons cela avec l'interaction d'un proton de très 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 haute énergie, 10 puissance 18 électronvolts je crois, au-dessus de Chicago. Pourquoi pas, ça a été fait par ordinateur, donc c'est quelque chose de réaliste. Et ce que vous voyez en mauve, ce sont toutes les particules qui sont créées dans une gerbe comme celle-là, c'est 1000 milliards de particules. Donc on fracasse un noyau qui lui-même émet des particules secondaires qui vont fracasser d'autres noyaux. Et ça crée une pluie. Alors on n'a pas toujours des choses aussi énergiques, hein, bien sûr, et c'est cette pluie qui ensuite nous atteint et c'est cette pluie que mesurait monsieur S dans son ballon. Alors,
c'est ça le rayonnement cosmique, double énigme. D'où vient ce rayonnement, et puis qu'est-ce qui peut bien le produire? Alors on a quand même une petite idée, parce qu'on fait des observations du ciel en rayons gamma, qui nous indiquent qu'il y a des objets dans l'univers qui émettent à très très haute énergie. Alors pas aussi haute énergie que ce qu'on a vu là, parce qu'on n'a pas encore réussi à aller aussi haut en rayons gamma. Mais enfin quand même on se dit que ça serait bien le diable, que ce ne soit pas quelque part sur cette carte faite par le satellite Fermi, qu'on voit la trace des émetteurs du rayonnement cosmique. Alors cette carte était faite par le satellite Fermi en 10 ans, je pense. On y voit plus c'est jaune et plus il y a d'intensité en rayons gamma. Et vous voyez qu'on voit le plan de la galaxie. Alors pourquoi on voit le plan de la galaxie en particulier? Parce que dans la galaxie, vous avez vu tout à l'heure, il y a des rayonnements cosmiques qui est piégé, qui tournent. Et ce rayonnement cosmique, il peut frapper des noyaux de la matière interstellaire. Et quand il frappe des noyaux de la matière interstellaire, il fait la même chose que quand il frappe l'atmosphère. Des millions de milliards de particules. Et dans les millions de millions de particules, il y a des rayons gamma. Donc c'est pour ça que le plan de la galaxie brille. Mais c'est diffus, c'est-à-dire que ça ne nous dit pas grand-chose. Par contre, vous voyez qu'il y a des points isolés. D'accord ? Bon, et si on étudie cette carte en détail, alors ce qui est important, parce que Fermi joue un rôle dans mon histoire tout à l'heure là avec le détecteur IceCube. Fermi est un satellite qui tourne le dos à la Terre et au Soleil autant que possible et qui voit en permanence 1/6 du ciel. Et il tourne comme ça depuis 2008, et donc il cartographie, il accumule des rayons gamma et il fait ce genre de carte. Et puis après, il y a une batterie, enfin il y a une armée, d'astrophysiciens et de physiciens qui l'analysent et qui en extrait des sources. Et donc le catalogue de Fermi, dans la gamme en énergie, qui est quand même beaucoup plus faible que les énergies de rayons cosmiques que je vous ai montré tout à l'heure, mais enfin on fait ce qu'on peut, a détecté 3000 sources, dont 1000 sont des sources détectées uniquement par Fermi. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de la nature de ces sources. Elles émettent en gamma, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est pour vous montrer que vous êtes certainement habitué à des vues du ciel en astronomie du visible, ou de l'ultraviolet, ou de l'infrarouge, les belles images du Hubble Space Telescope, etc., etc. Mais en fait, ces télescopes classiques ne nous montrent qu'une infime partie de l'univers. La preuve, je trouve, 1000 sources sur 3000, 30%, émettrices en gamma et qu'on ne voit pas en lumière visible, probablement parce qu'elles sont trop denses, trop opaques pour laisser passer la lumière visible, et le rayonnement gamma passe. Donc l'idée, c'est qu'il faudrait aller chercher parmi ces sources celles qui sont susceptibles d'émettre du rayonnement gamma. Et c'est un peu, vous allez voir qu'on finira par montrer que... Ah oui, alors non, quand même, que je vous parle d'un objet. Alors, là aussi, je pourrais vous parler 2 heures du catalogue de Fermi, mais le genre d'objet qu'on voit dans ce catalogue de Fermi, pas aussi bien. Ça, c'est une image auquel vous êtes peut-être habitué. C'est une image dans laquelle on a mélangé une vue en X, en radio et en visible, de ce qu'on appelle un noyau actif de galaxie. C'est une galaxie classique, on va dire, un peu comme la nôtre, 200 milliards d'étoiles, au centre de laquelle il y a un trou noir supermassif qui fait plusieurs de milliards de fois la masse du Soleil et qui accrète gentiment de la matière à un niveau qui est de l'ordre d'une étoile par an. Donc tous les ans, il se mange la matière équivalente d'une étoile et de son système solaire. Et puis dans ce phénomène d'accrétion, ce phénomène de gloutonnerie, il y a des turbulences qui sont créées, de l'énergie qui est libérée, et qui fait qu'une partie de cette énergie se retrouve focalisée dans 2G à cause de la rotation du disque et du trou noir. Et donc ces 2G que vous voyez ici sont vus à la fois en X, en radio et en visible. Et ce qu'on pense, alors il y en a beaucoup des noyaux actifs de galaxies, dans l'univers, et ce qu'on pense, c'est que dans ces G, les particules sont accélérées à très haute énergie. Et ça se met à briller parce que les particules accélérées à haute énergie, électrons et protons, vont finir par rencontrer la matière intergalactique, être freinées et se mettre à émettre du rayonnement gamma. On va faire de l'interaction de protons ou d'électrons dans la matière. C'est ce qu'on voit là. On voit que le G s'épuise là. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que si ce noyau actif de galaxie pointait son jet vers nous, il serait extrêmement brillant.
encore plus brillant que ce qu'on voit là, et en particulier, il brillerait beaucoup en rayons X et en rayons gamma. Et c'est ce qu'on appellerait un blazar. Et vous vous souvenez, j'ai commencé mon exposé par ça. IceCube déclare avoir vu un blazar. Donc IceCube déclare avoir vu des neutrinos ou un neutrino provenant d'un noyau actif de galaxie pointant son jet vers nous. Alors, le neutrino, qu'est-ce que le neutrino vient faire là-dedans? Vous avez vu qu'on fait de belles images du ciel, de belles cartographies du ciel avec la lumière à toutes les longueurs d'onde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un neutrino? Alors, le neutrino est une particule qui est complètement ordinaire, en fait. Pour le physicien des particules, le neutrino, c'est une particule comme une autre. Elle est couplée à l'électron dans la radioactivité bêta, par exemple. Il y a un électron qui est émis, un neutrino qui est émis. Le neutrino a une particularité, c'est que c'est une particule qui n'a pas de charge électrique. Et donc c'est une particule qui essentiellement ne s'arrête pas à la traversée de la matière. Pourquoi? Parce que la matière, ce sont des noyaux tout petits, autour desquels on a des nuages électroniques, qui constituent l'essentiel de la matière. Hein. Les atomes se touchent les uns les autres au travers de le nuage électronique. Et comme le neutrino n'est pas chargé, il ne voit pas les nuages électroniques. Donc pour qu'il percute la matière, il faut qu'il percute un noyau atomique. Et un noyau atomique, c'est 100 000 fois plus petit qu'un nuage électronique. Donc essentiellement, le neutrino, une particule non chargée, voyage beaucoup dans la matière parce qu'elle voit pas, elle voit que les noyaux, quoi. Et encore. D'accord ? Elle peut s'arrêter sur un noyau, le fracasser et faire des particules secondaires. Alors je vais vous donner un exemple que j'adore, qui est pourtant assez éloigné de notre sujet, mais vous allez comprendre. Le Soleil fonctionne par fusion thermonucléaire, c'est-à-dire que l'hydrogène y est fusionné à 15 millions de degrés en hélium. Dans ces réactions-là, il y a des rayons gamma qui sont produits, puisqu'on est en réaction nucléaire. Ces rayons gamma vont sortir du Soleil. Mais avant de sortir du cœur du Soleil, où la température est suffisante pour que les réactions aient lieu, il va falloir qu'il se fasse tout le rayon du Soleil, qui est plein d'une matière en ébullition, si vous voulez, en convection, pleine d'électrons. Et ces rayons gamma, ils vont mettre 1 million d'années à sortir. D'accord ? Et en plus, ils arriveront au bord du Soleil, ce ne seront plus des rayons gamma, ce sera la lumière visible. Ils seront émis dans le visible. Donc ils seront très fatigués, parce qu'avec toutes les collisions qu'ils auront eues sur les électrons, ils auront perdu leur énergie. Et en plus, ils vont mettre 1 million d'années. Dans les mêmes réactions nucléaires, des neutrinos sont produits, les neutrinos solaires, à très basse énergie, par rapport à ceux qu'on regarde. Et eux, ils ne voient pas les électrons du Soleil, d'accord ? Donc ils traversent le rayon stellaire à la vitesse de la lumière, et donc au bout de 30 secondes, ils sont au bout, et puis il ne leur reste plus que 8 minutes pour atteindre la Terre, à la vitesse de la lumière. Donc ça vous donne une idée de la différence qu'il y a entre la facilité d'un neutrino à traverser la Terre, enfin la matière, pardon, j'anticipe, et le rayonnement lumineux, quoi, le rayon gamma. Sur Terre, on reçoit 65 milliards de neutrinos par centimètre carré par seconde. Vous tendez la main, 1 centimètre carré de votre peau à chaque seconde est traversé par 65 milliards de neutrinos. On peut faire le calcul, il n'y en a pas un qui s'arrêteront dans votre corps pendant toute votre durée de vie. D'ailleurs, c'est de jour comme de nuit, parce qu'à la traversée de la Terre, les neutrinos solaires essentiellement ne s'arrêtent pas. La probabilité est extrêmement faible. Okay. Bon, c'est ça le neutrino. Alors, franchement, aller détecter une particule qui ne s'arrête jamais, c'est quand même très osé. On est d'accord ? Bon, moi j'ai fait ça 15 ans, je suis encore dans une expérience qui le fait. C'est difficile. IceCube le fait depuis... avant IceCube, il y avait Amanda depuis 1995. Alors, où on en est ? Comment... Alors, oui, bon, j'ai oublié de vous dire. Donc, souvenez-vous, on rembobine. On voudrait savoir d'où viennent les protons ou les noyaux atomiques du rayonnement cosmique, mais alors il n'y a pas moyen parce qu'ils sont déviés, donc quand j'en vois un arriver, il ne vient pas de la direction que j'espère. Ce qui est intéressant, c'est que les protons qui sont émis dans les accélérateurs cosmiques, lorsqu'ils interagissent, ils font les gerbes de particules qu'on a vues tout à l'heure. Et dans ces gerbes, il y a à la fois des photons et des neutrinos. C'est pour ça qu'on pense que regarder le ciel en photons, ça peut permettre de détecter l'origine du rayonnement cosmique. Mais les photons ne sont pas forcément produits par les protons, ils peuvent être produits par d'autres mécanismes. Donc quand j'observe un objet lointain en rayon gamma, en photons, je ne suis pas sûr que le photon, il est même peu probable que le photon ait été produit par un proton, ça complique beaucoup. On y reviendra à la fin
de l'exposé. Le neutrino est génial, parce que le neutrino ne peut être produit que par l'interaction d'un proton. Donc le neutrino est une signature de haute énergie, est une signature unique de l'interaction du rayonnement cosmique dans l'objet, à proximité de l'objet qui l'émet. D'accord ? Le problème, c'est qu'un neutrino s'arrête 10 milliards de fois moins souvent qu'un photon à la traversée de la matière. Donc le satellite Fermi qui fait 1 mètre carré, là, qui est en orbite autour de la Terre, si je veux le transformer en satellite en neutrino, un satellite à neutrino et obtenir la même carte du ciel, au lieu d'1 mètre carré, il faut qu'il fasse 10 milliards de mètres carrés. Hein, pour vous donner une idée. Donc c'est pas demain la veille. Hein. Ça rentre pas bien dans les fusées. Alors qu'est-ce qu'on fait si... Mais on va quand même utiliser le neutrino pour observer le ciel. Alors comment on fait ? Bah, tiens, je prends un blazar. Donc il a de beaux jets. Vous voyez comme il a de beaux jets. Et alors, comme c'est un blazar, son jet est orienté vers la Terre et il émet des neutrinos. En fait, il accélère des protons et ces protons deviennent neutrinos au cours quand le proton tape dans la matière interstellaire ou intergalactique. Alors ce neutrino, je ne peux pas le voir. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. La traversée de la Terre, il a une chance sur à peu près 10 000 de s'arrêter. Et avec un peu de bol, il va s'arrêter pas trop loin de la surface. Quand il s'arrête dans la Terre, il produit une particule qui s'appelle un muon. Il y a beaucoup d'acteurs hein, dans ma scène de théâtre, mais c'est bientôt fini. Donc le muon, c'est un gros électron, à part que pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, lui, il peut faire des kilomètres dans la roche. Donc ce muon-là, je vais pouvoir... D'abord, c'est une particule normale, hein, donc je vais pouvoir le détecter. Et puis en plus, je vais pouvoir voir, en équipant un milieu ici d'eau ou de glace, posé sur le sol. Pourquoi d'eau et de glace ? Un milieu naturel, quoi, parce que j'ai pas beaucoup de neutrinos qui interagissent. Je vais pouvoir voir monter des muons issus de l'interaction de neutrinos jusqu'à, disons, une dizaine de kilomètres sous mes pieds. D'accord ? Donc ça me sert un peu d'amplificateur, si vous voulez. Alors je vais vous résumer ça avec un petit film, qui est un film complètement irréaliste, mais qui a le mérite de... Ah non, c'est pas vrai, je vais trop vite. Alors, comment on fait ? Je reprends mon neutrino, il s'arrête, disons, 10 km ou quelques kilomètres sous l'écorce terrestre, ou éventuellement dans l'eau, et il fait un muon qui est émis dans la même direction, parce que je suis à des énergies telles que j'ai l'effet boule de billard, hein, c'est-à-dire que je tape très fort. La particule qui est produite, elle est dans la même direction, celle qui a tapé. Et ce muon, alors attention, si vous n'êtes pas coutumier du fait, il va plus vite que la vitesse de la lumière dans l'eau. Donc comme il va plus vite que... Alors pas la vitesse de la lumière dans le vide, évidemment, mais il va plus vite que la vitesse de la lumière dans l'eau. Et ce faisant, il crée ce qu'on appelle un effet Cherenkov. Donc il crée un sillage de lumière bleutée, extrêmement ténu, qu'on va pouvoir enfin détecter en installant des photodétecteurs. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre des volumes immenses d'eau ou de glace, on va y mettre des photodétecteurs et on va attendre qu'il y ait des particules qui montent et qui fassent un sillage Cherenkov. On est presque en Antarctique Sud en train de voir le neutrino du 22 septembre 2017. On y est presque, mais pas tout à fait. D'abord, pour le plaisir des yeux, et puis pour être sûr que vous avez bien compris, on va faire... Alors, comment on fait ? Je fais clic là-dessus, c'est ça ? Ouais. C'est un neutrino, il est vert. J'ai le droit, de toute façon, je ne le verrai jamais. Il traverse la Terre, il ne va pas interagir dans l'écorce terrestre, il va interagir dans l'eau, il va se transformer en muon. Et ce muon qui va plus vite que la vitesse de la lumière dans l'eau, voilà, il sort, il va... Pip, voilà, c'est un muon. Et ce cône de lumière Cherenkov va être vu par un réseau instrumenté, un volume instrumenté par des photodétecteurs. Donc Antares, c'est un tout petit détecteur, c'est au sol 4 terrains de football et des lignes aussi hautes que la Tour Eiffel. Ça fait un 50e de kilomètre cube, c'est installé depuis 2007 au large de Toulon, au large de la Seine-sur-Mer, à 25 km à vol d'oiseau. Ça prend des données encore tous les jours, ça voit passer environ 3 ou 4 neutrinos par jour. Vous allez voir. Ah bon ? On voit passer des neutrinos ? Oui, oui, mais ce n'est pas les bons. Sinon, vous pensez bien, on aurait fait une conférence de presse. Donc vous avez suivi. Hein. Et donc, cet objet-là, qui est installé depuis si longtemps, il voit sortir des muons du sol, hein, si vous voulez, à raison de 3 à 4 par jour.
Et puis du coup, comme le muon sort, je mesure sa direction parce que c'est l'axe du cône. Et puis je sais que ce muon, sa direction, c'est celle du neutrino. Donc je peux faire une carte du ciel en neutrino. Là voilà. Alors ce sont les points orange. Donc ça doit être 10 ans, il doit y avoir 10 000 points. À peu près. Et vous allez me dire, bah alors, qu'est-ce qui se passe voilà, il y en a là des sources de neutrinos. Non, c'est pas vrai. Vous voyez bien que c'est diffus. D'accord ? C'est diffus parce que les neutrinos qu'on voit, c'est pas des neutrinos qui viennent du fond du cosmos, c'est des neutrinos qui... Si j'avais le temps, je vous ferais la devinette. D'où viennent-ils ? Parce que vous avez tout pour trouver. Alors je vais vous donner la réponse parce que j'ai pas le temps, je suis déjà à la bourre, j'en suis sûr. Ces neutrinos-là, ils ont été produits par le rayonnement cosmique de l'autre côté de la Terre. Donc de l'autre côté de la Terre, le rayonnement cosmique, il interagit dans l'atmosphère, on est d'accord. Il fait des gerbes de particules. Et dans ces gerbes de particules, il y a des neutrinos. Et ceux-là, alors toutes les particules de ces gerbes-là sont arrêtées, on est d'accord, puisque c'est de l'autre côté de la Terre, sauf les neutrinos, qu'on appelle neutrinos atmosphériques. Donc on se ramasse en permanence des neutrinos atmosphériques, donc des neutrinos qui ont été produits par le rayonnement cosmique, dont on ne connaît pas l'origine, qui tapent dans l'atmosphère de l'autre côté de la Terre. Un peu comme si le rayonnement cosmique ne voulait pas se laisser dévoiler. D'accord ? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces neutrinos atmosphériques, on pourrait voir immédiatement des neutrinos cosmiques. Alors peut-être qu'en allant sur la Lune, ça irait mieux, on pourrait réfléchir. Mais il faudrait installer un gros volume d'eau pour regarder, parce qu'il n'y aurait pas d'atmosphère. Donc, bon, je laisse ça ouvert à une question pour la fin, si on a le temps. Donc qu'est-ce qu'on fait avec une carte comme ça ? On essaie de voir s'il y a des accumulations anormales. C'est-à-dire, est-ce que dans ce flux diffus de neutrinos qui est représentatif du rayonnement cosmique, finalement, il n'y en a pas qui s'accumuleraient dans des directions particulières. C'est la raison pour laquelle, sur cette carte, vous avez des points ou des étoiles bleues qui sont des sources connues autour desquelles on a essayé de regarder s'il y avait des accumulations de neutrinos. D'accord ? Et on n'en a pas trouvé, nous, dans Antares. Okay. Est-ce que c'est clair ? Tout le monde est encore avec moi ? Je répète, les neutrinos, c'est fantastique. Ça ne s'arrête jamais. On peut réussir, par des subterfuges terribles qui datent de la fin des années 60, à les observer parce qu'ils se transforment en une particule connue, le muon, qui ressemble à un gros électron, qui, à la traversée de l'eau, va faire un sillage de lumière. Je fais un détecteur de sillage de lumière. Comme tout ça est à très haute énergie, tout est aligné. Donc je peux mettre un point sur le ciel. Je me dis, ouais, super. Oui, mais à part que... Ce qui m'ennuie, alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'était qu'on est à 2500 mètres sous l'eau, pour être dans le noir absolu, parce que la lumière Cherenkov est ténue, et puis en plus, on veut s'abriter du rayonnement cosmique. Ouais, d'accord. Alors, avec la Terre, on s'abrite vachement bien du rayonnement cosmique qui arrive en bas, d'accord, de l'autre côté, là, au Japon ou en Australie. Le problème, c'est que dans cette pluie de particules atmosphériques, il y a des neutrinos qui sont produits, puisqu'on peut produire tout ce qu'on veut en vertu de E égale mc2. C'est ce qu'on appelle les neutrinos atmosphériques. Donc malgré nos efforts, on continue à voir arriver des neutrinos qui sont produits dans l'atmosphère. Et au milieu de cela, tiens, peut-être celui-ci, il vient du fin fond de l'univers. Donc si on veut détecter un neutrino cosmique, il y a deux choses qu'on peut faire. C'est regarder s'il y a une accumulation anormale. Tiens, ici, j'en ai 3 d'un coup. Est-ce que par hasard, c'est parce que au milieu de ce brouillard atmosphérique, il y a une source qui est cachée? Ou alors, je vais me mettre à plus haute énergie, parce que les sources que je cherche, elles émettent à beaucoup plus haute énergie que le neutrino atmosphérique. D'accord ? Alors, on va y revenir, parce que la raison pour laquelle je vous parle d'Antares, hormis que c'est un peu ma manip préférée, quoi, en neutrino, même si elle ne voit rien, elle m'a permis de vous expliquer ce qu'on va faire dans IceCube. Alors, je vous ai dit que ça, c'était à la Seine-sur-Mer, La salle de comptage est à la Villa Tamaris, à la Villa Pacha, près du port. Il fait très chaud, mais on a la clim. Par contre, IceCube, ils ont choisi une autre option. Alors, ce qui est cool, c'est que la glace, ça bouge pas, tandis que les lignes, nous, ça bouge beaucoup. Donc voilà l'ambiance de travail pour les physiciens, les ingénieurs, les techniciens d'IceCube en train d'installer un volume instrumenté d'1 km cube, c'est-à-dire 50 fois Antares. Vous vous souvenez, Antares, 4 terrains de foot, une fois la Tour Eiffel. Là, c'est 50 fois plus. C'est pour ça qu'ils voient quelque chose, évidemment. Toujours pareil.
Ils ont construit entre 2004 et 2011. La collaboration est constituée de 300 personnes, de 50 laboratoires, de 12 pays différents. Il y a beaucoup d'Américains, il y a quelques Allemands, il y a des Belges et d'autres nationalités. Ice Cube, ça ressemble à ça, c'est un cube de glace. Alors c'est un cube qui fait 1 km3. Donc on a des lignes, on fait avec de l'eau chaude, on fait descendre des lignes un peu à la Antares. Après elles sont figées dans la glace. Et donc on a 5000 photodétecteurs qui se répartissent sur 86 lignes entre 2450 et 1450 mètres de profondeur. 3 fois la tour Eiffel. Et on est vraiment au pôle sud. On est à la station Amundsen-Scott, tout près du pôle sud. Et voilà, et on attend et on regarde des particules qui montent. Alors, j'aurais pu vous montrer la carte du ciel en neutrinos d'Ice Cube, mais je l'ai pas fait parce qu'il y en a tellement qu'on voit plus rien, quoi. Parce que nous, on en voit 4 par jour et eux, ils en voient 200 par jour. 50 fois plus. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils en ont tellement qu'ils font ça. Ils analysent leur carte du ciel. Vous vous souvenez de la carte du ciel d'Antares? Et puis, ils font ce que je vous ai dit. Est-ce que si je me mets à très haute énergie, je vois des accumulations particulières dans direction privilégiée? Et en 2013, ils ont fait un papier, je crois, Science ou Nature, je ne me souviens plus, où ils ont dit, bah oui, nous, ça y est, on a accumulé suffisamment pour vous dire que oui, on voit des neutrinos cosmiques. Donc ça existe, on savait, hein, parce que des protons qui tapent dans la matière et qui font des neutrinos, on fait ça tous les jours en labo. Hein. Mais eux ont vu, voilà. Alors le problème, c'est que il y a 28 événements pour lesquels vraiment ils ne peuvent être que cosmiques. Ils en attendaient que 10 ou 12, ils en trouvent 28, donc il y a un excès d'une quinzaine, d'accord, d'événements au bout de 3 ans de prise de données, avec des énergies qui sont très grandes, qui sont 60 TeV, parce que ça permet de tuer beaucoup du fond de neutrinos atmosphériques. Et le problème, c'est que la précision avec laquelle ils voient ces neutrinos est pas très bonne, quoi. Comme vous voyez, c'est les taches. Et donc on n'arrive pas à associer ça avec des sources connues. Et donc on n'arrive pas à dire que le neutrino 9, là, en haut, c'est un neutrino qui vient d'une source particulière. On ne sait pas dire ça. On sait qu'il y a un flux diffus de neutrinos cosmiques et on est très content. Ça veut dire qu'il y a un flux diffus de rayons cosmiques, mais ça on savait déjà. Hein. Mais on ne sait pas d'où il vient. D'accord ? 2013, mais c'est quand même un extraordinaire. Hein. Alors, très bien. En fait, ce qui serait chouette, c'est que je vois un neutrino et qu'il arrive juste au moment où il y a un truc qui fait boum dans l'univers, quoi. D'accord ? Parce que alors là, même si la précision de pointée d'Ice Cube n'est pas géniale, enfin, c'est quand même pas mal, hein, faut pas exagérer, mais si vraiment ce neutrino il arrive au même moment qu'un truc que je vois péter quelque part dans l'univers, alors là je vais me dire, ah ben là c'est sûr, là. D'accord ? Et donc du coup, le grand espoir aujourd'hui avec les détecteurs actuels, c'est de réussir à mettre en coïncidence temporelle des neutrinos de très haute énergie, un peu comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, avec des événements qu'on voit par ailleurs en lumière, en rayons gamma, en ce que vous voulez. Hein ? Pour essayer de dire, ah enfin, là c'est sûr, si le truc, pendant 1 heure, il y a un truc qui pète et qu'il y a un neutrino qui vient de cette direction-là, même si elle n'est pas très bonne, voilà, je peux l'associer. Et en fait, c'est ce qui se passe. En fait, en tout cas, Ice Cube fait ça en permanence depuis 2013, je crois, le transparent qui suit va vous le dire. Et il cherche à mettre en relation le passage de neutrinos de très haute énergie dans son détecteur avec des événements qui sont vus par ailleurs comme des émissions de sursaut gamma. Enfin, il y a des choses que je n'ai pas le temps de vous décrire ici, qui peuvent être liées d'ailleurs aux ondes gravitationnelles et des choses comme ça. Hein. Des trucs explosifs, quoi, qui arrivent qu'une fois de temps en temps. Alors il se trouve que le 22 septembre 2017, à 20h54, etc., il y a eu une alerte sur Ice Cube du passage d'un neutrino. Alors voilà ce que c'est qu'un neutrino qui passe dans Ice Cube. Alors, révision des connaissances. Évidemment, il ne s'agit pas d'un neutrino, puisque le neutrino ne laisse pas de trace à la traversée de la matière. Donc il s'agit d'un muon. Ce muon, vous voyez que la glace, elle est 1 km au-dessus. Là. Non, 2 km au-dessus. Ici, on voit les photodétecteurs. La taille
des sphères, c'est l'intensité du signal lumineux qui a été détecté. Ça va être 1, 2, 3, 4 photons bleus. D'accord ? Et puis la couleur, c'est le temps qui passe. Vous voyez, de 0, quand ça rentre ici, on dit « Ah, il se passe quelque chose », on compte jusqu'à 3 millionièmes de seconde. Donc ce muon traverse à la vitesse de la lumière 1 km et laisse cette trace. Donc ça, c'est la trace du passage du cône Cherenkov de tout à l'heure dans le détecteur. On compte la lumière qu'on a récupérée, et puis parce qu'on a quelques équations de base en physique, on est capable de remonter à l'énergie déposée par le muon dans ce détecteur, et on trouve que ça, c'est l'équivalent du dépôt, c'est après, de 24 téraélectronvolts, 24 000 milliards d'électronvolts. Et puis on fait tourner la machine, et puis on s'aperçoit que ça correspond à un neutrino qui avait 290 téraélectronvolts, c'est énorme. Hein. Alors c'est aussi pour ça qu'on le voit, hein, parce qu'il sort du fond. Alors quand on a un neutrino comme ça, alors des neutrinos qui ont cette caractéristique-là dans... Des neutrinos, des muons, enfin des événements dans S-Cube qui ont cette caractéristique-là, il y en a à peu près 10 par an. Donc tous les mois à peu près, ils envoient une alerte. Celle-là, elle a été envoyée en 43 secondes, avec un cercle d'incertitude sur la voûte céleste qui était ce qu'il était, mais qui a été raffiné 4 heures après. Ça, c'est juste pour vous montrer un peu quel est le quotidien des physiciens qui analysent ce genre d'événements, d'accord ? Et l'alerte a été envoyée sur un réseau international où sont connectés la plupart des observatoires du monde, de toute nature, et qu'on invite donc à se tourner dans cette direction pour regarder si par hasard il n'y a pas un truc qui fait boum. 22 septembre. Alors on pourrait s'attendre à ce que les satellites, etc., pointent dans la direction immédiatement. Alors oui, non, ça dépend. Enfin, là aussi c'est le sujet de grandes discussions. Toujours est-il que ce qu'on peut dire, c'est que le satellite Fermi confirme. Vous vous souvenez le satellite Fermi avec son catalogue de 3000 sources, dont 1000 sources inconnues. Alors il confirme, mais pas tout de suite. Et ça c'est intéressant, parce qu'en fait, lui, il voit le ciel en permanence, il pourrait confirmer tout de suite. Alors j'en ai parlé avec un collègue de Fermi, je lui ai dit, mais pourquoi vous avez attendu le 28 septembre, quoi. Quelle angoisse pour les gens d'Ice Cube. D'accord ? 6 jours. Et il m'a dit, mais écoute, ce blazar TXS 0506 plus 056, évidemment, on le voit, mais alors vraiment, il émet quasiment pas, quoi. Donc il n'est pas dans notre liste de sources qu'on regarde en premier. Donc il a fallu du temps parce que les gens ont refait de l'analyse. On se dit, mais c'est quoi cet objet qu'on connaît par ailleurs ? Il a été découvert en radio en 1983. Et c'est un blazar. C'est fantastique. Il émet son jet vers nous, et il y a un neutrino de 290 TeV qui est passé dans S-Cube à ce moment-là. Enfin, à part que... Donc ici, on a la vue du ciel avec, en couleur, le nombre de coups vus par Fermi. Alors Fermi a une précision angulaire qui est bien meilleure que la précision angulaire d'Ice Cube. Hein. Alors là, on est très content, et du coup, on regarde, on se dit, mais alors qu'est-ce que c'est que cet objet ? Pourquoi il est là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et on fait de l'analyse de données, et donc Fermi regarde le taux de comptage en fonction du temps, et s'aperçoit qu'évidemment, cet objet existe depuis très longtemps, donc Fermi a été lancé en 2008, et il se trouve que depuis avril, cet objet émet beaucoup de photons, beaucoup plus que normalement. Il y a des instabilités dans le processus quand il y a une espèce de sursaut, là, le trou noir vient de s'avaler une étoile, et puis hop, dans le jet, on voit un effet de digestion qui augmente sensiblement le nombre de photons émis. Alors ça, c'est chouette parce qu'on se dit, il y a au moins une raison pour avoir vu ce neutrino, c'est qu'effectivement, ce blazar... Alors pourquoi lui ? Alors ça, c'est les grands mystères. Hein. Pourquoi lui ? Pourquoi pas un autre, etc. C'est arrivé. Un neutrino. D'accord ? Bon, mais on continue. Il y a quand même mes collègues de MAGIC, qui sont aux îles Canaries, sur l'île de La Palma, qui exploitent 2 grands télescopes qui font 18 mètres de diamètre et qui observent... Alors attendez, vous vous souvenez comment ça fonctionne en TARES et Ice Cube, hein, c'est-à-dire qu'il y a une particule qui va plus vite que la vitesse de la lumière dans l'eau, qui fait une lumière Cherenkov, et on observe la lumière Cherenkov. Bien, on met ça de côté. Ça observe les rayons gamma de très très haute énergie. Quand un rayon gamma rentre dans l'atmosphère, il percute un noyau et il fait une gerbe de particules.
qui va plus vite que la lumière, au moins pendant un certain temps, et qui fait du rayonnement de Cherenkov. Donc ce grand miroir, et celui-là, il regarde l'atmosphère et il voit du rayonnement de Cherenkov issu des particules, qui vont plus vite que la vitesse de la lumière dans l'air, produites par l'arrivée d'un rayon gamma. C'est bon? Donc c'est la même technologie, à part que c'est moins humide. Et d'ailleurs, on ne veut pas que ce soit humide parce que c'est dans l'eau d'un côté et dans l'air de l'autre, et l'air a intérêt à être sec pour qu'on ait de belles images de nos gerbes atmosphériques de gamma. Alors eux, ils regardent le 24 septembre. Donc déjà, eux, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont sur Terre, il faut que les conditions soient bonnes. Alors le 24 septembre, ils regardent, c'est nuageux. Avant, ils ne pouvaient pas, parce que la source n'était pas dans le champ de vue. Fermi s'en moque, hein. Fermi tourne autour de la Terre en permanence. Donc rien ne lui échappe. Et puis entre le 28 septembre et le 4 octobre, eh bien, ils prennent 13 heures d'observation et enfin, ils voient quelque chose. Et puis après, pleine lune, donc c'est terminé. Trop de lumière, on ne peut pas voir la lumière de Cherenkov. Et donc eux aussi disent oui, en effet, cet objet qu'on avait regardé il y a des années et qui était vraiment sans intérêt, d'ailleurs on le voyait à peine, on le voit vraiment bien. Il est en état de surexcitation, a des énergies, c'est ça qui est intéressant. Là on a des énergies plus hautes que Fermi, donc on commence à s'approcher à des énergies des neutrinos cosmiques. Et il confirme. Ça c'est aussi magnifique. Et donc vous voyez que ça commence à se dire qu'il se passe des choses. Alors il y a plein d'observatoires qui ont répondu à l'alerte immédiatement ou plus tard. Ils sont tous là, donc tous ceux qui sont en bleu ont vu quelque chose plus ou moins. Il y a beaucoup de détecteurs de télescopes radio qui ont confirmé qu'effectivement dans les jets il y avait des émissions, enfin donc le jet vers nous, donc cette source était en état de surbrillance. Et puis il y a aussi un certain nombre de gens qui n'ont rien vu. Alors je peux vous dire que ça, j'ai vu, j'ai pas vu. Il y a un neutrino, j'ai vu, j'ai pas vu. Ça alimente quantité de papiers théoriques sur mais que fait ce blazar, comment est-il possible que je l'ai vu à ce moment-là, à telle longueur d'onde, mais pas à telle... Enfin, c'est... Là, il y a toute la communauté d'astrophysique de haute énergie sur ce coup-là, quoi. C'est un peu extraordinaire. Qu'est-ce que je vous raconte après? On se réjouit quand même. Première détection d'un neutrino cosmique. C'est fou. Première idée, fin des années 60. Monsieur Markov dit, écoutez, on n'y arrivera jamais. Hein. Si vous voulez voir des neutrinos cosmiques, il faut instrumenter un grand volume naturel avec des photodétecteurs. Les gens commençaient en 1975 au large d'Hawaï, se sont plantés. Ensuite, Antares est arrivé en parallèle d'Amanda en Antarctique. Et en Antarctique, comme les lignes bougent moins, ça a été beaucoup plus rapide. On a créé IceCube et on est arrivé à The Neutrino, hein, le neutrino unique, dont on pense qu'il a été émis par une source qui est ce blazar, TX 0,506 plus 0,56, source de neutrinos, source de rayons cosmiques, donc forcément, donc on a au moins une source de rayons cosmiques avérée, avec 290 TeV pour le neutrino, ce qui veut dire que le proton ou le noyau qui a été accéléré, il est à cette énergie-là. Alors, la raison pour laquelle je vous remets ça, c'est que voilà, c'est un neutrino. Là, il y a des myriades de protons qui ont été vus en haut de l'atmosphère avec tous les moyens imaginables que vous pouvez imaginer. Donc, enfin, évidemment, puisque c'est imaginable. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont regardé dans leurs données un IceCube. Ils se sont dit, mais peut-être qu'on n'avait pas bien regardé. Donc, ils ont fait une réanalyse de leurs données. Ils ont trouvé 15 neutrinos sur 5 mois en 2014-2015 provenant de la même source. Et ce qui est intéressant, c'est que... Alors, ils n'étaient pas assez énergiques pour lancer une alerte, mais ils étaient là. Et par contre, on ne sait pas bien ce qui s'est passé ailleurs. Donc, mystère. Hein. Est-ce qu'il y avait une suractivité ou pas? Mais, vous le sentez bien quand je vous raconte cette histoire qu'il y a un mais, parce qu'un neutrino, c'est pas beaucoup. D'abord, ce neutrino, vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est un neutrino cosmique, mais c'est difficile de faire la différence entre l'atmosphérique et le cosmique. Et en fait, sa probabilité qu'il soit un atmosphérique, c'est 50%. Donc heureusement qu'on a trouvé qu'il était en coïncidence avec une source en suractivité. Et en plus, la probabilité pour qu'il soit là par hasard, donc c'est pour vous dire que c'est une significativité à 3 déviations standards, pour ceux qui aiment beaucoup les mathématiques. C'est 0,27%. C'est pas beaucoup, 0,27%, mais pour vous donner une idée, quand vous
tirez 6 dés à la suite, quand vous tirez 3 fois un dé et que 3 fois il vous donne 6, c'est clair ce que je dis là? Ouais. La probabilité c'est 0,4%. Donc 0,3% c'est de même nature que de tirer 3 fois consécutivement un 6 au dé. Merci. Souvent, on attend d'avoir 5 déviations standards, c'est-à-dire 0,0000, etc., pour dire qu'on a vu quelque chose. Ici, à 3 sigma, à 0,27%, on a fait cette annonce, qui est intéressante, parce que, mais elle pose peut-être plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Alors, un seul neutrino, pendant ce temps-là, Fermi, on a vu 10 000, enfin pas des neutrinos, des photons, pour vous donner une idée. Et puis Magic en a vu 374, plus ou moins 62, plus ou moins 62, c'est que dans Magic, c'est comme ailleurs, quand on voit un gamma qui arrive, c'est pas toujours un gamma, quoi. Bon, voilà où on en est. Alors, du coup, le problème, c'est... ça ne me dit pas d'où vient le rayonnement cosmique, vous êtes d'accord ? Ça me donne une indication, et je suis super content de voir qu'il y a une source pour laquelle il est fort probable qu'on ait détecté un neutrino cosmique. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Alors, il se trouve que moi, je travaille sur un grand projet, je ne suis pas tout seul, comme vous allez le voir, qui cherche à améliorer les mesures en rayons gamma. Alors, pourquoi ? Parce que je vous ai dit que les rayons gamma, c'était aussi d'excellents messagers, puis surtout, ça interagit beaucoup plus. Et si on arrive à observer en très grand détail les sources, disons, vues par Fermi, on va pouvoir, à très haute énergie, on va pouvoir commencer à regarder, en regardant les détails des processus qui sont dans les sources, donc c'est de l'astrophysique lourde, quoi. Enfin, là, là, on fait plus de l'astronomie, vous voyez ce que je veux dire, hein. On regarde les sources, mais après, on peut regarder comment ça fonctionne, comment sont créés les jets, pourquoi les trous noirs sont là, comment la matière tombe sur les trous noirs, ça c'est de l'astrophysique, voilà. Comment les étoiles explosent, parce qu'il n'y a pas que les blazars qui peuvent émettre des rayons gamma et des neutrinos cosmiques. Alors ce projet-là, que je vais terminer là-dessus, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un élan mondial, et qui ne s'arrête pas depuis 1912 pour essayer de déterminer l'origine du rayonnement cosmique. Et là, on a vu 1 km3 de glace, et je vais vous montrer ce qu'on peut faire en rayons gamma, et puis je terminerai en vous expliquant pourquoi il faut tout faire en fait. Alors, en rayon gamma de très haute énergie, c'est-à-dire au-dessus de Fermi, on a 220 sources. Donc c'est une discipline naissante, mais il y a 15 ans, on en avait quelques-unes seulement. Donc en améliorant les moyens expérimentaux, instrumentaux, on est passé à un certain nombre de sources qui, elles, émettent vraiment à très très haute énergie. Et alors vraiment, dans celle-là, il y a les origines du rayonnement cosmique, mais lesquelles, il faut voir, il faut les étudier en détail. Ces résultats-là ont été obtenus par 3 dispositifs, 3 observatoires. Un qui est en Arizona qui s'appelle Veritas, un autre qui s'appelle Magic, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Veritas n'a rien vu, hélas, ils ont regardé, ils n'ont rien vu quand l'alerte a été émise. Magic a vu quelque chose, où j'en ai déjà parlé, 2 télescopes de 18 mètres. Et puis S en Namibie, qui est le plus abouti, et qui voit en particulier le centre galactique, et qui a apporté l'essentiel de la moisson dont je vous ai parlé juste avant. Et tous ces gens-là ont dit, bon, c'est super ce qu'on a fait, mais on va faire mieux. Et donc ils se sont regroupés dans un consortium qui s'appelle le Cherenkov Telescope Array, le réseau de télescopes Cherenkov, hein, puisqu'on observe la lumière de Cherenkov dans l'atmosphère issue de l'interaction des rayons gamma. Et ils rassemblent maintenant 31 pays, 200 laboratoires et 1500 personnes. Donc c'est vraiment une grande aventure, et tout le monde y va parce qu'on pense qu'il y a tout le monde espère pouvoir vraiment contribuer à résoudre un certain nombre des mystères, dont l'origine du rayonnement cosmique, mais pas seulement, hein. On fait aussi des choses sur la matière noire, on fait des choses sur la nature des rayonnements dans l'univers et des choses comme ça. Alors, juste pour vous donner une idée, il y aura 2 sites, un dans le nord, à La Palma, à côté de Magic, et puis un dans le sud, sur le plateau d'Armazones. Alors, à quoi ça ressemble aujourd'hui ? Magic, je reviens sur cette image, avec les 2 télescopes déjà installés. Et à terme, il y aura donc 19 télescopes qui seront installés. Donc, c'est vous dire le saut qu'on va faire sur la précision de mesure
du ciel en rayon gamma, ça couvrira à peu près 1 km². Donc 1 km², ça joue un peu le rôle des photodétecteurs d'IceCube, on est d'accord. C'est qu'on instrumente depuis le sol un volume d'atmosphère. 1 km². C'est pour vous dire que ça ressemble un peu à la taille un peu dans le même ordre de grandeur que la taille d'IceCube, à part qu'on a 10 puissance 10 milliards de fois plus de photons que de neutrinos. Et le 10 octobre, donc mercredi dernier, on a inauguré le premier grand télescope, et les arrivent. 23 mètres de diamètre, une centaine de tonnes, capable de tourner sur lui-même en 20 secondes. Donc avec une rigidité exceptionnelle. C'est-à-dire que non seulement il faut tourner de 180 degrés en 20 secondes, maximum, mais en plus, il faut qu'on garde le pointé. D'accord ? Donc c'est un outil magnifique, tout ça est en fibre de carbone. C'est le résultat du savoir-faire acquis ces dernières années en astronomie gamma au sol. Dans le sud, voilà où on en est. On est en train d'obtenir les autorisations administratives de l'ESO et du Chili pour installer. On a déjà fait des tests de géologie pour savoir où on allait poser nos télescopes. Et donc on aura là 100 télescopes sur environ 10 km² avec différentes tailles pour des raisons évidemment logiques liées à la couverture du ciel. Et juste pour vous dire, voilà une photo qui a été prise il y a 2 semaines en Allemagne au pied du prototype d'un télescope de taille moyenne. Il y en aura 25 au sud, 15 au nord. Et donc ce télescope de taille moyenne a un miroir qui fait 12 mètres de diamètre. Alors il va moins vite que le gros parce que enfin, c'est quand même un objet magnifique à voir évoluer. Et puis, qu'est-ce que ça va donner? Alors, je reste qualitatif, mais vous vous souvenez, je vous ai parlé de S en Namibie qui voit le centre de la galaxie. Donc ça, c'est une vue de... Alors, la carte de Fermi, avec le plan galactique. Le plan galactique que je représente ici. Je zoome sur le centre, qui est très intéressant. Il y a le trou noir central de la galaxie, par exemple. Et ça, c'est ce que voit CTA, a priori, d'ici 10 ans, une fois avoir accumulé... suffisamment de lumière. Et puis ça, c'est ce qu'on voit en ce moment avec S au bout de 7 ans. Donc c'est juste pour vous montrer le nombre de sources qui vont rentrer dans le champ de notre connaissance et qui vont révolutionner notre compréhension du rayonnement, de l'origine du rayonnement cosmique. Alors je termine là-dessus pour vous dire que on n'est pas très avancé sur l'origine du rayonnement cosmique, mais enfin, on n'est pas encore à la conclusion, mais ça avance. Et récapitulons un petit peu, le 22 septembre 2017, on peut quand même dire qu'on a eu, alors il y a une erreur, c'est pas l'astronomie messager, mais l'astronomie multimessager. Parce que pour la première fois depuis toujours, un détecteur de neutrinos a dit « j'ai vu quelque chose », les autres se sont tournés, l'astronomie classique, et ont vu une contrepartie. Alors après, on peut discuter. C'est vrai que c'est modeste. Il y a un seul neutrino, et puis vous avez vu, sa fiabilité est modeste. Mais bon, vous savez, les découvertes commencent toujours par des indications. Et puis quand même, ce qui est notable, c'est que Fermi n'avait pas vu cette source. Ils sont allés chercher dans leurs données, ils ont dit « Ah oui, vous avez raison, elle est là et elle est en surbrillance ». Donc quand même, moi j'ai tendance à penser que malgré le manque de fiabilité, il se passe quelque chose. Si c'est vrai, alors à ce moment-là, c'est la détection vraie de la première source de rayons cosmiques. Parce que le neutrino est un messager absolument irremplaçable. Le neutrino seul peut vous indiquer à coup sûr que le rayonnement cosmique a été accéléré. Les rayons gamma sont ambigus. Ils nécessitent de comprendre en détail fin la façon dont ils ont été produits. Et ça donne beaucoup de travail aux astrophysiciens. Il ne faut pas non plus le négliger, je veux dire. Faut pas... Heureusement que les choses ne sont pas simples. Alors d'où vient le rayonnement cosmique? Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les observatoires neutrinos sont un peu petits. Pourtant, c'est déjà 1 km3. Il faudrait qu'il soit 10 fois ou 100 fois plus grand. Alors d'ailleurs, soit dit en passant, IceCube est en train d'essayer de s'agrandir. Et à la fin de cette année, ils vont passer devant les comités qui vont décider si oui ou non ils vont obtenir un financement supplémentaire. Voilà. Et donc on attend. Je crois qu'ils veulent s'agrandir d'un facteur 5, si mes souvenirs sont exacts. Mais il y a d'autres choses qui se passent, et je ne vous ai pas parlé de CTA uniquement parce que c'est ma manip préférée, celle sur laquelle je suis, c'est parce que c'est vraiment, en ce moment, dans ce sujet, la pierre blanche, quoi. Enfin, le nouvel instrument qui devrait éclaircir le terrain sans qu'on soit garanti d'avoir la réponse.
Il y a encore un long chemin à parcourir. Mais surtout, on vit une période extrêmement excitante. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, j'aurais pas pu vous faire un exposé comme celui-là. Et n'oubliez pas qu'on détecte des protons, des gammas, des neutrinos, mais aussi des ondes gravitationnelles. Et il y a un an, à peu près au moment de la découverte du neutrino d'IceCube, on a découvert la coalescence de deux trous noirs qui ont donné naissance à une contrepartie en lumière. Donc on est vraiment rentré dans la nouvelle ère de l'astronomie multimessager, et IceCube est vraiment symbolique de cette nouvelle ère. Voilà, merci.